Salut chers amis, bienvenue au troisième épisode de cette série. J'imagine que vous le savez. Si vous ne le savez pas maintenant, on fait une série en ce moment qui s'appelle La liberté métabolique, dans laquelle on vient démystifier un petit peu les thèmes de la détoxification. C'est le troisième épisode de cette série de 5 en ce moment. Si vous n'avez pas écouté les 2 premiers épisodes, je vous invite à les écouter avant d'écouter celui-ci qui fera un peu plus de sens. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de pourquoi la détoxification est contre-intuitif, mais comment on peut regarder ça d'un point de vue scientifique. On va être un petit peu plus dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour réussir à avoir ça, puis comment on peut changer notre perspective en lien avec ça. Fait que ce sera le sujet du jour. Sans plus attendre, les amis, c'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé. Alors jusqu'à présent, on a observé c'est comment ça se passe la détoxification dans notre corps, comment on devrait le percevoir, le fait que c'est très physiologique, que notre corps a cette capacité de faire ça. On a regardé un petit peu aussi l'histoire à travers la détoxification pour réaliser qu'il y a juste depuis les dernières décennies qu'on pense à ajouter des affaires dans notre alimentation pour penser se détoxifier, qui est probablement pas la meilleure façon de penser. On aurait tout intérêt à essayer de réduire, enlever plus des affaires qui sont toxiques de notre alimentation qu'autre chose. Donc, c'est ce qu'on va mettre de l'avant aujourd'hui. On va essayer de regarder un peu quelles sont les actions concrètes qu'on va essayer de mettre en place pour réussir à faire ça. Quand on pense à la détoxification, souvent, on va avoir tendance au concept de se laver de l'intérieur, là, comme c'est un peu le ménage qu'on va essayer de faire. Ce qui semble faire un petit peu de sens si on le compare à d'autres domaines, mais en réalité, physiologiquement, ça n'en fait plus ou moins. Fait qu'on va essayer de se concentrer sur des choses qu'on comprend un peu plus de la physiologie, de la biologie, qui nous permettent d'émettre des hypothèses. Parce que tu sais, le concept de détoxification, c'est très nébuleux. On n'est pas capable tant que ça d'évaluer le niveau de toxicité de quelqu'un. Il faudrait décortiquer. Dans l'épisode 1, je vous parlais un petit peu de toutes les sortes de toxines. Il y en a 1001. Fait que on peut tester combien qu'il y a de métaux lourds dans le sang de quelqu'un, mettons. Mais on a juste les métaux lourds, ça ne veut pas dire que la personne est littéralement intoxiquée dans son ensemble. C'est quelque chose qui se teste mal scientifiquement. Fait que c'est pour ça d'ailleurs que cette espèce de débat-là, puis cette chicane-là dans le thème de la détoxification d'une certaine façon, c'est qu'on prend plein d'informations séparées, puis on essaie de développer un protocole, mais reste que quand on regarde comment le corps fonctionne, bien, ça nous permet de se donner une petite idée. Alors, commençons dans un premier temps. On va regarder à peu près 3 segments, si on veut, scientifiques, 3 thèmes qu'on va essayer d'aborder qui contiennent un petit peu des sous-éléments. Je vous rappelle, pour nous, c'est super important de démystifier cet aspect-là puis de réussir à changer le message socialement. Ce qui fait que si vous trouvez ça intéressant jusqu'à présent, partagez les épisodes, s'il vous plaît, partagez la série. C'est vraiment important on n'arrête pas de le dire, mais notre mission, c'est de changer les standards de santé dans la société. Puis pour ça, il faut penser autrement. Et ça fait partie des choses qu'il faut penser autrement. Donc, je vous invite vraiment à partager l'épisode, s'il vous plaît, à quelqu'un que vous connaissez, que ça va intéresser pour que le message puisse changer puis qu'on puisse être en santé optimale tout le monde sans se faire berner par le marketing alimentaire puis le marketing de la remise en forme. Donc, arrivons dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on a regardé depuis le début, c'est il y a des organes de notre corps, ou on va dire des systèmes de notre corps qui servent naturellement à filtrer les toxines, servent de détoxifiant d'une certaine façon. Très grosso modo, on a parlé du fait que la respiration, les poumons permettent de faire ça. On a parlé un peu de la sudation également. On a parlé du système lymphatique qui permet de désagréger les plus grosses particules toxiques, les renvoyer dans le sang, puis après ça, le sang qui est continuellement filtré par le foie, ensuite par les reins, puis on urine les déchets qui en créent. On pourrait dire que le système digestif en fait partie, mais dans le fond, le système digestif, ce qui rentre par la bouche puis ressort par l'anus, ça n'a jamais entré dans notre corps en réalité, mais ça fait un peu partie du processus d'élimination, mais on le prend plus ou moins en considération, comme j'ai dit, parce que ça ne rentre pas dans le corps. Le canal digestif, c'est pas considéré comme à l'intérieur du corps, c'est quand on a traversé la paroi intestinale qu'on considère que c'est à l'intérieur du corps. Fait que quand on pense comment je fais pour augmenter ça, okay? Très souvent, on va avoir tendance à voir la nutrition puis l'alimentation comme étant une forme de médication, comme étant une forme de supplément, comme étant le meilleur des remèdes. Puis d'ailleurs, je pense que je vous ai nommé Hippocrate au dernier épisode, puis je pense qu'Hippocrate a dit quelque chose du genre, là, tu sais, l'alimentation est ta meilleure médecine. Mais en fait, elle n'est pas de la médecine au sens où ce qu'on fait de la médecine aujourd'hui.
c'est la meilleure prévention de la médecine, mais j'ai toujours perçu dans ce que moi j'étudie de l'alimentation que la seule chose que l'alimentation peut faire sur ton corps, c'est faire en sorte que ton corps fonctionne au meilleur de ses capacités. C'est ça que ça sert, l'alimentation. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a tendance à penser comme ça, d'avoir un supplément d'artichaut, d'avoir un supplément de whatever c'est quoi? Je pense que c'est notre système curatif qui a tendance à nous faire penser de cette façon-là. Que si j'ajoute quelque chose d'externe à l'intérieur de mon corps, ça va faire effet. C'est la médication qui crée cet effet-là. Parce qu'on a... Ah, je fais de l'hypertension, on me donne un médicament, tout à coup, je ne fais plus d'hypertension. Mais on vient un peu tricher les effets du corps là-dedans. La nutrition, quant à moi, c'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de donner le maximum de particules à ton corps, puis le minimum d'éléments toxiques. Fait qu'idéalement, il ne devrait avoir aucune toxicité, là, mais de maximum d'éléments positifs pour que tes cellules aient tout pour fonctionner à son plein potentiel. Ce qui veut dire que quand on parle d'optimiser nos systèmes, il n'est pas tant que ça question d'ajouter des affaires dans notre alimentation. Pour moi, ça, c'est juste de l'optimisation de la santé. C'est ce que vous devriez essayer de faire. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Mon livre sur l'alimentation fonctionnelle, c'est ça son objectif. C'est que vous appreniez à manger de façon optimale. Juste réussir à optimiser votre santé en général. Donner le maximum de vitamines, de minéraux, les macronutriments aussi, la diversité de protéines, d'acides aminés, la diversité de gras que vous êtes capable d'aller chercher, les phytonutriments, les probiotiques pour le microbiote. Donc, tout ce que ton corps a besoin pour fonctionner le mieux possible, ça, c'est de l'optimisation de la santé. Dans une situation où tu es d'une phase critique ou aiguë, c'est pas en prenant nécessairement un supplément externe que ça va bénéficier le plus. On en a déjà parlé en masse. En fait, selon moi, la meilleure médication, ce n'est pas la nutrition. La nutrition, ce n'est que de la prévention. C'est d'offrir à ton corps ce qu'il y a de mieux. La meilleure médication, pour moi, c'est l'activité physique ou l'entraînement. J'aurais tendance à dire l'activité physique plus que l'entraînement. C'est quoi la différence entre les deux? L'activité physique, c'est juste le fait de dépenser un petit peu plus d'énergie. C'est d'avoir une dépense énergétique supérieure. Ce qui fait que tout ce qui est du mouvement, c'est de l'activité physique. Prendre une marche, c'est de l'activité physique. Faire du ménage, c'est de l'activité physique. Déneiger notre entrée, c'est de l'activité physique. Tout ce qui active notre corps, c'est une forme d'activité physique. Il existe divers niveaux d'activité physique. Aller courir, c'en est, puis faire un marathon, c'en est un. C'est tous de l'activité physique. L'entraînement, la petite distinction, c'est que pour que ce soit considéré de l'entraînement, il faut que tu pousses au moins une de tes capacités physiologiques à quelque part à sa capacité maximale. C'est pas obligé d'être sa capacité maximale. Il y a un seuil. On va dire, mettons, il faut que tu soumettes à ton corps la dose minimale effective, ce qui est un terme qui existe en biologie, fait qu'il y a une dose minimale qui déclenche du rendement, de la croissance de ton corps. Si tu vas prendre une marche, puis c'est pas difficile pour ton corps, tu n'auras pas de progrès, puis si tu n'as pas de progrès, ça ne serait pas un entraînement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour la santé, ça veut juste dire que ce n'est pas un entraînement. Une fois que vous comprenez l'activité physique et l'entraînement, je vous prescrirai surtout de l'activité physique et un petit peu moins d'entraînement parce que si vous êtes en train de vous poser la question, je serais peut-être dû pour une détox, ça me ferait du bien, il y a des grosses chances que l'entraînement, ça surcharge vraiment beaucoup votre système puis ça fait en sorte que vous ne soyez pas capable de le gérer. Mais l'activité physique léger, lui, qu'est-ce qui va permettre de faire? Maximiser la respiration, maximiser les échanges sanguins. Donc, tout l'aspect pulmonaire de la détoxification est mieux. Et comme on a vu dans le premier épisode, ça va améliorer l'oxygénation cellulaire parce qu'il va avoir une meilleure respiration, premièrement, puis une meilleure circulation sanguine. Quand on circule plus, on apporte plus d'oxygène aux cellules. Quand on apporte plus d'oxygène aux cellules, les cellules peuvent produire plus d'énergie. Quand les cellules produisent plus d'énergie, elles ont plus d'énergie pour faire leur job. Fait que rappelez-vous toujours que l'activité physique, c'est un amplificateur de votre corps. Dans le contexte actuel de détoxification, on parle d'une usine de filtration. On parle des systèmes du corps humain qui permettent de filtrer ce qui est négatif. C'est ça notre thème. Donc, si on parle de ça, ça veut dire que quand j'augmente mon niveau d'activité physique, j'amplifie l'efficacité de ce système de détoxification-là. C'est ce que ça fait. C'est le meilleur des remèdes, selon moi, parce que toutes les cellules se mettent à être plus efficaces de ton corps, littéralement, en même temps. Et c'est pour ça que c'est aussi miraculeux. Fait que ça, c'est probablement, si vous avez quelque chose à ajouter, entre guillemets, dans votre vie, si vous n'en avez pas, ça serait de l'activité physique, ça va l'aider. En contrepartie, le jeûne, donc diverses formes de jeûne, puis il en existe tout plein, puis ça varierait beaucoup de votre situation que vous vivez. Mais le jeûne peut vraiment être un outil. Fait que ça serait quelque chose à ajouter. C'est un peu absurde de dire ça, considérant que le jeûne, c'est d'arrêter complètement de faire des affaires. Mais dans le contexte de la détoxification, il y a plus d'affaires à arrêter que d'affaires à ajouter dans notre mode de vie.
Pourquoi le jeûne puis une diverse forme de jeûne? C'est que plus votre santé métabolique est affectée, plus le jeûne devrait être intermittent, voire même à faire des imitations de jeûne. Fait que là, la science nous démontre que certaines pratiques qui font en sorte qu'on est capable d'imiter les bienfaits du jeûne, mais en mangeant certains aliments, ça dépend de c'est quoi l'objectif qu'on veut réussir à aller créer là-dedans. La leçon, c'est pas obligé d'être, c'est pas un cours 101 sur les types de jeûne intermittent aujourd'hui, mais la leçon à tirer là-dedans, c'est qu'il existe différentes formes de jeûne, différentes longueurs de jeûne, et selon faire un jeûne de 7 jours, je n'ai parlé au dernier épisode, mais ça prend une bonne santé métabolique pour faire ça. Je ne recommanderais pas à quelqu'un qui n'en a pas une de faire ce genre de jeûne-là. Je vous interromps quelques secondes pour vous parler du plus beau et du plus gros événement de santé au Québec. C'est le Sommet Révolution Santé. C'est notre 3e édition cette année. C'est un événement où on a 6 conférenciers, moi-même, Maxime Boily, Pierre Lavoie, Sébastien Perron et François Lemay, en une seule journée, plus quelques ateliers qui sont fournis avant l'événement, qui sont inclus avec vos billets, et un autre après l'événement. Vous pouvez aller voir tous les détails sur le site du Sommet Révolution Santé, et on donne 100% des fonds à la Fondation Véru-Louis. J'ai créé cet événement-là parce que mon rêve, c'est de changer le Québec. Et pour moi, de rassembler autant de personnes dans une salle en janvier, c'est le 25 janvier 2025, qui viennent dire « Je veux prendre soin de ma santé », pour moi, c'est une preuve qu'on est en train de changer. Donc, chaque année, on se dit que la santé, c'est la chose la plus importante. Fait que je vous invite à la commencer avec cet événement-là qui est extraordinaire, avec vos proches que vous avez à cœur, pour prouver par vos actions et non pas juste par vos paroles que vous êtes prêts à investir dans votre santé et à aller écouter des gens qui sont inspirants. Puis pour vous prouver à quel point ma mission, c'est juste que le plus de gens possible soient là. On donne tous les fonds à la Fondation Véru-Louis. On a quelqu'un dans notre équipe qui a un enfant autiste et qui me sensibilise un peu à ça. Donc, on veut contribuer à cette cause-là parce qu'ils sont dans une situation qui n'a pas de solution pour les parents. Bref, j'écoute là-dessus, mais allez sur sommetrevolutionsanté.com, sommetrevolutionsanté.com. Allez vous procurer vos billets, vous donnez un don systématique à la Fondation, puis vous prenez soin de vous en même temps. Puis ça, c'est les 2 meilleures choses que vous ne pouvez pas faire pour la société et pour vous-même par le fait même. On retourne à l'épisode. Il existe une façon adaptée de faire ça, mais le jeûne va permettre de créer des périodes de repos et de récupération. Si vous ne le saviez pas, pendant une période de jeûne, entre autres, ton corps tombe en état d'autophagie, qui est une espèce d'état dans lequel il est en méga recyclage. Autophagie qui veut dire se manger soi-même, quand on regarde l'étymologie du mot. Donc, les cellules qui sont abîmées s'autodétruisent, recyclent. Chacune des particules peuvent être recyclées, puis ils vont les réutiliser, puis ils vont éjecter ce qui est négatif. Donc, ça permet vraiment d'amplifier cet effet-là de ménage, finalement, qu'on a besoin de faire dans notre corps. C'est clairement quelque chose qui est positif. Le renvers de la médaille, c'est qu'en contrepartie, tu ne manges pas pendant ce temps-là. Il n'y a pas de nutriments qui rentrent dans ton corps, il n'y a pas de protéines. Et c'est là que ça a de l'importance de voir c'est quoi ton état de santé avant de commencer. Parce que même d'aller faire un jeûne de 24 heures, 48 heures, 36 heures, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait ou qui est déjà moyen énergétiquement, ça ne serait pas le meilleur des combats. Donc le jeûne est une des stratégies. Donc quand on parle de qu'est-ce qu'on peut ajouter pour supporter nos organes, bien, c'est simplement de l'activité physique, du jeûne, puis on pourrait ajouter de façon indépendante, qui va avoir un petit peu moins d'impact, mais quand même tellement facile que ça vaut la peine de le mentionner, c'est des exercices de respiration qui vont aider également à l'oxygénation des cellules. Fait que ça a l'air banal, mais ça va vraiment aider également, fait que ça peut être quelque chose qui peut donner un petit coup de main. Ensuite de ça, le deuxième point qu'on veut traiter, je vous ai dit qu'on en avait 3 un peu plus scientifiquement, c'est qu'on veut... on veut éliminer certains symptômes. Techniquement, si on est dans une phase qu'on dit « je pense que je devrais faire un petit détox », c'est qu'on sent peut-être de l'inflammation, du gonflement, des problèmes de digestion. On a un symptôme qui est apparent. Puis là, on veut se laisser un peu se reposer. Sauf que ce que ça connote, ce symptôme-là, c'est que ça vient signifier le fait qu'il y a une forme de surcharge sur notre corps. Donc là, ce qu'on s'intéresse, c'est à enlever une certaine partie de certains éléments. Il y a 1001 surcharges potentielles. Je vais essayer de le simplifier le plus simplement possible en lien avec ça. Bon, une des choses que je pense que c'est un des problèmes fréquents qu'on a qui est à faire attention, d'abord, puis qu'il n'y a pas de lien avec la toxicité au sens on n'ajoute pas plus de toxines nécessairement dans notre corps, mais on surcharge le système. Si le système est surchargé, il faut qu'il se défende, il faut qu'il se protège. Puis si c'est le cas, bien, les cellules immunitaires sont utilisées pour ça, ne sont pas utilisées pour te détoxifier. Il faut comprendre tout cet aspect-là que d'un point de vue macroscopique, ton corps il a une capacité maximale à se réparer un moment donné, puis plus tu envoies des irritants dedans, pire c'est. Fait que c'est pas parce que c'est une toxine que ce n'est pas irritant. Tu sais, le meilleur exemple, c'est si tu as un accident de voiture sévère, puis tu es cassé de partout, puis tu es blessé de partout, puis tu as des infections de partout, bien, tu n'as pas
toxines à proprement parler rentrer dans ton corps, mais ton corps va dépenser une quantité astronomique d'énergie à essayer de te réparer tes os, réparer tes organes, réparer toutes les lésions. Puis pendant ce temps-là, tu es drôlement fonctionnel, puis à la limite, tu peux littéralement mourir de tes plaies. Même si, mettons, on te blesse de partout, puis on vient colmater tous les tissus, tu n'as plus d'hémorragie, mais tu peux quand même mourir de ça, mourir d'une infection, parce que ton corps, il faut qu'il se batte contre ça. Donc, il y a tout cet aspect-là de si tu blesses ton corps, irrites ton corps d'une quelconque façon, bien, il va avoir une plus grosse difficulté à réagir. Donc, point numéro 1, ça va être la glycémie. Je pense que c'est un des points, je dis point numéro 1, ils ne sont pas en ordre de priorité nécessairement, c'est juste les points que j'avais à vous présenter, mais la glycémie, c'est souvent quelque chose qu'on va avoir tendance à faire varier énormément. La glycémie, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Plus vous consommez des sucres qui sont rapides, plus ça va bouleverser votre glycémie. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de manger aucun sucre. Évidemment, la plupart des Nord-Américains en consomment beaucoup trop, fait que des diminués, ça peut être significatif, mais on va aller chercher des aliments qui ont un index glycémique qui est faible, des aliments qui sont stables. Puis quand vous mangez des glucides, j'aimerais que l'aliment contienne au moins beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup de prébiotiques. Il faut qu'il y ait un argument pour manger des glucides le plus possible. Quand on mange des glucides vides, c'est là que c'est négatif. Dès l'instant où on se retrouve constamment en hyperglycémie, souvent, ça va faire des ondulations, fait qu'on a un gros pic, puis après ça, on a une grosse chute, puis là, on va se retrouver en hypoglycémie. Ça crée des variations. Si tu as des variations d'énergie et de concentration, je te laisse t'imaginer tout le reste de ton corps. Est-ce qu'il est capable de fonctionner à sa pleine capacité? Vous pensez? Non. Fait que comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement une toxine en soi, mais c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Ensuite de ça, il va y avoir les gras oxydés qui sont à éliminer aussi. Les gras oxydés, les lipides oxydés, ce sont des gras qui ont été transformés, qui ont été altérés de diverses façons. Fait que ça, c'est un peu complexe aussi. Dans mon livre, justement, j'ai fait un tableau parce que chaque huile a une tolérance différente à son environnement. Fait qu'une huile peut s'oxyder juste à l'entreposage. Si vous avez déjà tout eu au moins une huile dans votre armoire qui sentait le ranci, mais ça, c'est une huile qui a commencé à s'oxyder. Fait que juste l'oxygène puis la température ambiante, à long terme, ça a fini par l'oxyder. Ça peut être le soleil peut l'oxyder, donc les rayons du soleil peuvent l'oxyder, la lumière peut l'oxyder, la température peut l'oxyder. Donc dans la cuisson, évidemment, ça peut l'oxyder également. La friture, c'est définitivement votre pire ennemi. Si vous avez l'habitude de mettre vos poêles à température maximale pour commencer à cuire, bien, c'est une mauvaise habitude. Il y a de fortes chances que tout ce que vous cuisez, ça soit oxydé. Donc, il faut faire attention avec ça, puis modérer les températures de cuisson pour essayer de prendre les huiles qui sont le plus cohérentes en lien avec ça. C'est à éviter. Fait que pensez tout le temps à ça quand vous êtes en train de cuire des choses. La cuisson à basse température va toujours être le mieux. Les espèces de mijotés et compagnie, ça va toujours être mieux. On est dans la belle saison d'automne en ce moment, qui est le moment parfait pour faire ça. Donc, les gras oxydés vont vraiment ajouter une surcharge. C'est vraiment un irritant supplémentaire qui est majeur en lien avec ça. Ensuite de ça, vraiment l'autre, j'aurais dû le nommer lui en premier, mais les aliments ultra transformés. Pour moi, par définition, un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui a au moins un ingrédient à l'intérieur qui n'est pas du tout naturel. Tu regardes les étiquettes nutritionnelles, puis il y a un ingrédient que tu ne sais pas c'est quoi, c'est ultra transformé systématiquement. En fait, c'est ça qui est un peu absurde, mais pratiquement tous les aliments qui ont un emballage sont ultra transformés en général, puis ils contiennent un tableau nutritionnel puis une liste d'ingrédients. Souvent, les gens ils m'envoient des ingrédients puis des tableaux, puis ils me demandent si c'est bon ça. 90% du temps, la réponse, ça serait tu devrais l'éviter parce que si c'est emballé, c'est transformé. Si c'est transformé, c'est négatif. C'est pas 100% vrai. Le canage de légumes, c'est correct. Les noix, par exemple, c'est emballé pour les maintenir dans des sacs. Fait qu'il y a un ingrédient, mais ça se peut être écrit amande, par exemple. Donc, c'est pas 100% vrai, mais très souvent, c'est le cas. Donc, dans les aliments ultra transformés, il y a toujours un ingrédient, qui est irritant à l'intérieur puis qui va irriter notre corps d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment ça qui finit par se multiplier. Ça, c'est vraiment les toxines qui s'accumulent, toxines au sens exogène, qui se retrouvent à être problématiques. Après ça, on pourrait nommer les légumes, les viandes qui ont les pesticides, les insecticides, ils ont des hormones de croissance dedans. Ça reste un choix qui est plus dispendieux. Vous pouvez faire des recherches assez facilement sur Google pour trouver lesquelles sont les plus grandes sources. Par exemple, toutes les céréales, les légumineuses, l'avoine, le riz. Je vous recommande fortement d'acheter ça biologique parce qu'il y a vraiment beaucoup de... C'est souvent ceux qui ont le plus de traces de glyphosate à l'intérieur. Les légumes qui ne sont pas bio, qui ont une pleure que vous êtes capable d'enlever, bien, aussi bien de l'enlever dans le contexte d'être non bio parce que
mais c'est là-dessus qu'il va y avoir eu des traces d'herbicides ou d'insecticides, etc. Fait que il y a vraiment juste des précautions à prendre au-delà de ça, mais juste si vous enlevez les aliments transformés, c'est de loin plus irritant, inflammatoire que les fruits et légumes eux-mêmes, même s'ils ne sont pas nécessairement biologiques là-dessus. Dernier point, c'est pas nécessairement de retirer des affaires à proprement parler, mais penser carence dans cette phase-là. C'est comme, est-ce qu'il y a des choses que je peux avoir des carences? Là, ça devient vite compliqué. Je vais analyser toutes les vitamines et minéraux que je consomme. Je vous tournerai la question en vous disant, éliminer, parce qu'on est dans le éliminer surtout, éliminer les aliments vides. Il n'y a pas de raison de manger un aliment s'il n'est pas abondant en vitamines et minéraux. C'est une des raisons pourquoi je ne suis pas un grand fan de céréales dans la vie. Quand je dis céréales, c'est ce que j'ai nommé tantôt, là, entre autres les légumineuses. Légumineuses un peu moins pire, je trouve ça correct, les légumineuses. Mais mettons, le riz, l'avoine, ils ont très peu de vitamines et minéraux comparés aux légumes qui sont nos meilleurs amis, même à nos fruits. Fait qu'on veut manger une grande abondance de vitamines et minéraux, sinon vous êtes susceptible d'avoir des carences. Fait que ça, c'est au niveau du point 2. Fait que les symptômes, c'est souvent des symptômes de surcharge. On veut enlever ces éléments-là de notre vie. Point numéro 3 maintenant, un peu plus rapide. C'est juste qu'on a comme des espèces de faux héros dans notre système médical en ce moment qui sont diverses formes de suppléments ou de médication, même la médication que vous ont prescrit. Je suis vraiment pas en train de vous dire d'enlever la médication, loin de là. S'ils sont là, c'est probablement qu'ils vous empêchent de mourir d'une certaine façon, si c'est pour des maladies chroniques ou des choses comme ça. Fait que c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que tous ces éléments-là, chimiques externes, viennent créer une forme de provocation dans votre corps. Et puis là, dans ces héros-là, on pourrait nommer tous les produits cosmétiques que je disais tantôt qui sont non essentiels, mais ils vont tous venir provoquer votre corps d'une certaine façon. Puis ils vont apporter des éléments externes, des ingrédients que vous ne connaissez pas, que le corps n'est pas habitué, il n'a pas été soumis à ça d'habitude, puis que ça vient bouleverser tout plein d'affaires, le système endocrinien. Bref, le but du cours aujourd'hui, puis même de la séquence au complet, c'est pas de nommer c'est quoi les conséquences des toxines, c'est plus de se concentrer sur réussir à les éliminer. Je pense que vous êtes capable de comprendre que ça fait juste pas optimiser le système de notre corps, dans le fond, quand on a tout plein de toxines dans notre corps. Fait que je veux qu'on réalise cet aspect-là, que dès l'instant où on a une béquille externe, même si c'est quelque chose de sophistiqué comme de la médecine, comme de la médication, comme de la pharmacologie, notre intérêt devrait toujours être de voir qu'est-ce que je suis capable de faire concrètement dans notre quotidien pour enlever ça. Parce que ça reste une espèce de béquille, ça reste quelque chose qui est un peu irritant, inflammatoire, mais le médecin qui te le prescrit, c'est qu'il évalue que les conséquences sont moins graves que les bénéfices. Ça veut dire que ta situation médicale est assez grave pour que il y a toujours des conséquences. Vous le savez, il y a toujours des effets secondaires, c'est systématique. Parce qu'on joue à Dieu un peu en allant mettre un élément dans notre corps, en faisant « je vais changer le taux de cholestérol pour le garder sain, puis éviter que la personne soit malade. » Puis ça va rien faire d'autre dans le corps, ça, c'est pas grave. C'est stupide, ça fait systématiquement plein de répercussions dans le corps. Fait que, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas les prendre. Prenez-les pour vous empêcher pour respecter ce que votre médecin vous dit, mais essayez de prendre rapidement une approche pour réussir à être préventif et éliminer ces affaires-là. Fait que c'est ça qui est super important. Donc, c'est la seule petite attention que j'avais sur le dernier. Fait que tout ce qui est un peu extrême, qui vient bouleverser votre corps, qui est chimique transformé, ça serait quelque chose dans certains contextes, si vous avez un professionnel de la santé qui vous le prescrit, ben il est supposé avoir la formation et le jugement pour vous le faire. Fait que faites-le, mais soyez conscient que toutes ces affaires-là temporaires, on veut les remettre un petit peu plus à plus tard d'une certaine façon. On veut réussir, on veut les remettre à plus tard si on est capable, puis on veut trouver une solution pour l'enlever si jamais on est obligé de les prendre dans ce moment-là. Bref, je tiens à rappeler justement qu'en lien, en corrélation avec cette série d'épisodes YouTube, Instagram, non, podcast, voilà. en lien avec ça, on est en train de faire une séquence complète en lien sur la détoxification. On a un challenge qui s'en vient bientôt qui s'appelle le Challenge de la liberté métabolique. Donc, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de le développer. Le but, justement, c'est de vous donner les outils et un protocole pour réussir à faire le job de détoxification en respectant votre corps. Ça sera gratuit, ça va se faire prochainement. Fait qu'abonnez-vous à notre Facebook si ce n'est pas déjà le cas. Restez tout près, dès que je vais avoir des nouvelles, je vais vous les donner officiellement. Fait que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, gang. Demain, on va parler de long terme parce que detox, on voit toujours ça de court terme. Fait que comment on fait pour maintenir une détoxification à long terme? On devrait-tu faire ça tous les mois? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que c'est ce que je vais filmer. Je dis demain, mais c'est dans le prochain épisode qui sera jeudi prochain.
Je suis mêlé bien raide à cause de mes journées d'enregistrement depuis le début. D'habitude, j'ai fait un peu n'importe quand les épisodes, puis j'ai pas de séquence. Là. Mon cerveau, il est complètement mélangé. Bref, la prochaine fois, on se parle de ça. À long terme, le concept d'être le moins intoxiqué possible, on va le dire de cette façon-là. Comment on est capable de faire ça, c'est ce qu'on va essayer d'éclairer ensemble. Fait que sans plus attendre, gang, on se dit à bientôt. Puis n'oubliez pas de partager l'épisode à quelqu'un qui, vous pensez, a besoin de l'entendre. Salut, gang. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si tu as apprécié le contenu, va nous mettre un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous remercier. Notre mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec leur santé. Donc, si ça t'a parlé à toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage ça sur Facebook ou à un ami pour embarquer dans notre mission. Si tu veux plus de matériel, tu peux joindre notre page Facebook Révolution Santé ou encore notre communauté Protocole Révolution Santé. On a du contenu tous les jours, des nouveaux invités. Bref, des échanges incroyables. Protocole Révolution Santé, tu peux rejoindre ça.